est bon pour des frères et sœurs du matin de demeurer ensemble. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cet autre rendez-vous de la matinale en ce mercredi 20 novembre 2019, ici en direct et en intégralité sur RTI1. Aujourd'hui, nous allons célébrer l'enfance, surtout les droits de l'enfance au niveau international, avec un invité avec qui nous allons évoquer bien sûr la protection de l'enfance. Ce sera à l'ACNE, c'est-à-dire vers la fin de cette émission. Merci d'être en notre compagnie et surtout merci d'avoir oublié que hier, c'était la journée internationale des hommes. Notre assistant qui est un homme et votre serviteur aussi, on est passé dessus sur notre propre journée. Alors, bonne journée à tous les hommes, même si c'est en retard ou même si c'est passé, c'est pas grave, on est ensemble. Et puis, je suis avec la fine fleur de la matinale au sens propre, comme au sens figuré. Merci Marcella, merci à vous. Et puis, belle journée pour tous les hommes. C'est vrai qu'on aurait dû le célébrer comme il se doit. Mais bon, c'est parti remise pour l'année prochaine. On va y apporter beaucoup plus de soins. Soit dit en passant, la journée de la femme, c'est le 8 mars. On poursuit avec le sommaire de ce conducteur. Vous aurez bien sûr vos 3 doses d'informations avec Régis Kofi. Et le coach cool s'occupera de vous pour le fitness avec toute son équipe. Ces 2 agents de part et d'autres qui vous motivent, qui vous inspirent à exercer tous les mouvements incités. Alors, on a aussi le petit-déj à boire, à manger, esprit, corps, physiologie, à manger. Ce sera dans le petit-déj qui nous emmènera au Ghana voisin. Alors, vous voulez savoir, mesdames et messieurs, quelle tête aura Marco dans 50 ans ou bien quel style aura Alix dans quelques années? Eh bien, regardez, on a une idée de ce que ça peut donner. Une vieille mère swag à moto, oui. Là, c'est Alix dans 30, 40 ans, voilà, à moto. Épargnez-moi. En train de se balader dans les rues quelque part en vacances avec ses enfants et ses petits-enfants. Non, je vous avoue, je serai un peu plus près du sang. Hein. Ça, franchement, il faut se maintenir. Une mémé swag, hein, une mémé swag. Et on salue toutes les mémés qui nous regardent ce matin, qui nous faisons un très gros et grand bisou. Voilà, gentil mémé, vivez avec vos petits-enfants, avec vos enfants. C'est ce qu'on demande, car vous avez de l'amour à partager. Alors, après la mamie, on aura Régis. Papis? Non, pas les papis. Il n'est pas encore papy, lui? Non, non du tout. Ok, on salue son papy, on salue ses papis. Il n'est pas encore papy, on lui souhaite d'être papa, peut-être encore une seconde fois, une troisième fois, il nous le dira dans quelques instants. Mais aujourd'hui, vous savez, Marco l'a annoncé, on aura pour la thématique à débattre sur les droits des enfants. Ces dernières années, dans notre pays, malheureusement, on a pu assister à des crimes d'une rareté extrême, c'est innommable. On verra avec la tutelle ce qui est fait pour ne plus que cela se répète et qu'est-ce qui est fait actuellement pour protéger nos enfants qui sont avec nous. C'est dans quelques instants. Mais on aura encore, Marcelin. Oui, on aura, mesdames, c'est très important. Si vous avez des questions à poser relativement aux enfants, parce qu'on a trop peur pour nos enfants de plus en plus dans notre pays. On parle de viol, on parle de maltraitance, on parle de nounous mal avisés. Franchement, il faut faire attention. Si vous avez des questions, écoutez, passez bien sûr par le canal Matin Bonheur. Envoyez-nous des messages. On aura une personnalité idoine qui s'occupe bien sûr de la protection de l'enfance avec qui nous allons discuter de ce sujet-là qui est très très important. Matin Bonheur se décline ainsi, mais on aura aussi le coach Yoman qui viendra nous parler de la reconversion professionnelle. Le coach Yoman, vous le savez, c'est un de nos coachs les plus assidus pour cette saison. Régis est là, lui c'est notre coach, mais le coach de l'info, il se multiplie par 3 tout au long des émissions. N'est-ce pas Régis? C'est ça, justement. On y va. Bonjour à tous, merci, bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part hier à Berlin à la conférence de G20 Compact with Africa, une offre de partenariat visant à améliorer les conditions cadres des investissements privés dans les pays africains. Intervenant au cours de cette rencontre, le chef de l'État a indiqué que la Côte d'Ivoire continue de poursuivre les réformes initiées dans les 3 domaines retenus dans le cadre du compact avec l'Afrique, à savoir le cadre macroéconomique, le climat des affaires et le financement. Le financement, c'est également l'entrepreneuriat. 100 femmes formées à la gestion des coûts de revient. Il s'agit pour l'agence Côte d'Ivoire PME de permettre à ces femmes d'utiliser à bon escient les crédits octroyés dans le cadre du fonds Bassi ouvert par l'État. Lancine Bakayoko. En vue de soutenir l'émergence de PME fortes, le gouvernement a mis en place une ligne de crédit de 5 milliards appelée Fonds Bassi en faveur de l'entrepreneuriat féminin.
Problème, la gestion interne de ces PME féminines représente un défi à relever en termes de chiffres. Il est important que des actions soient menées pour permettre à ces bénéficiaires-là de pouvoir mieux gérer les fonds qui ont été mis à leur disposition et d'atteindre les objectifs non seulement de remboursement des prêts qui ont été faits, mais aussi de création d'emplois. Principale difficulté, la mauvaise gestion des coûts de revient. À travers cette session destinée aux récipiendaires du fonds Bassi, l'agence Côte d'Ivoire PME entend donc donner les outils et les rudiments de gestion de ces coûts de revient aux femmes entrepreneurs. Pour calculer un coût de revient, il faut prendre en compte l'ensemble des charges qui vont rentrer depuis l'acquisition du bien, dans le cas des prestations de services, depuis le début de la prestation de service jusqu'à la vente. Grâce à tous ces mécanismes de gestion mis à disposition, les auditrices espèrent lever une bonne partie des difficultés d'ordre structurel. Avant, on gérait au jour le jour. C'était comme on peut dire, il fallait calculer 1 plus 2. Et maintenant, avec la formation, on se rend compte qu'il faut une gestion plus détaillée, plus structurée et plus orientée des fonds dans la gestion du personnel, dans la gestion des fonds pour le matériel, dans la gestion de la production. D'août 2017 à août 2019, plus de 3,6 milliards ont déjà été reversés à 210 femmes porteuses de projets. Toutes les filles de 9 ans seront vaccinées gratuitement contre le papillomavirus humain, virus à l'origine du cancer du col de l'utérus. C'est une annonce du directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination au cours d'une conférence de presse. Astou Touré nous en parle. Ce sont au total 300 000 jeunes filles de 9 ans qui sont attendues dans les écoles et centres de santé pour se faire vacciner gratuitement contre le papillomavirus humain, HPV. Objectif, vacciner au moins 80% des jeunes filles de 9 ans sur toute l'étendue du territoire national. La première dose sera lancée officiellement le 25 novembre à Koumassi. En Côte d'Ivoire, le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer de la femme et la première cause de mortalité de la gente féminine. Pour prévenir la maladie, le programme élargi de vaccination PEV était en face des professionnels de médias. Pour le choix porté sur la cible, le directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination précise. L'État de Côte d'Ivoire a fait le choix de vacciner les jeunes filles parce que le vaccin il coûte extrêmement cher. Chez les jeunes garçons, ça va déterminer des affections dermatologiques, mais ça n'entraîne pas le cancer mortel qu'on connaît. Alors que chez la jeune fille, l'infection peut conduire plus tard au cancer et avec les conséquences que vous connaissez, la plus grande c'est le décès. Donc le choix a été fait de protéger plutôt la jeune fille. Ce programme de vaccination qui va durer toute l'année ne comporte aucune menace chez les jeunes filles. Il n'y a pas de danger particulier. Aucune des études qui ont été menées dans les pays où cette vaccination, ce vaccin est administré depuis des années, n'ont pas montré de risque particulier pour les jeunes filles qui sont vaccinées. Donc nous encourageons fortement les parents de faire venir leurs enfants ou d'accepter à l'école, si la vaccination a lieu à l'école, que leurs filles soient vaccinées. Reparti dans 220 centres de santé du pays, ce programme est évalué à 500 millions de francs CFA. La deuxième dose du vaccin contre le papillomavirus HPV se fera 6 mois après la première dose. Du football, alors que les éléphants des Côte d'Ivoire perdaient hier face à l'Éthiopie 2-1, match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Les éléphants espoirs, eux, surclassaient le Ghana 3-2 lors de la demi-finale de la CAN U23. Ils obtiennent leur billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 grâce à cette victoire. Le récit de Aboudraman Samassi. Ce mardi 19 novembre 2019, au stade international du Caire, les éléphants espoirs ont obtenu leur qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 après avoir battu en demi-finale le Ghana. Dans ce derby ouest-africain, les Ivoiriens se montrent décisifs. En première période, Youssouf Dao donne l'avantage aux éléphants espoirs à la 13e minute, et ce, jusqu'à la pause. En seconde période, Yao Yeboah égalise pour le Ghana à la 51e minute. À la 85e, Youssouf Dao s'offre un doublé avant qu'Evans Mensah ne ramène les deux équipes à 2-2. Le dénouement ivoirien
intervient lors de la séance des tirs au but. 3-2, grâce à un excellent tapé Eliezer. Après 2008, la sélection olympique ivoirienne sera au rendez-vous des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Avec cette victoire, les éléphants espoirs croiseront en finale le vainqueur de la rencontre Égypte-Afrique du Sud. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure pour développer l'actualité africaine. Merci Régis. Chapeau aux éléphants. Ascenseur émotionnel, hein. Exactement. Avec les éléphants grands, entre guillemets, qui ont perdu. Déception, méli-mélo de déception et de joie. Et puis ceux qui ont gagné. Non, mais il faut le dire, hein. Il n'y a pas de petite équipe. Il ne faut pas sous-estimer les équipes. Il n'y a plus de petite équipe. En y allant, il faut être humble et faire le match et faire le job. Au lieu de se disputer pour tirer un penalty, il faut se disputer pour gagner le match. Et puis, moi, je suis content pour les jeunes là qui ont gagné. Mais ça, c'est bien. Ils ont, c'est quoi, 17, moins de 23 ans. Moins de 20 ans. Quand ils commencent comme ça, ils sont bien. Parce qu'ils n'ont pas de gasoil en tête. Il n'y a pas à faire de femmes. Ils sont bien purs, là. Dégourdis pour le foot. Mais après, il faut les suivre, il faut les garder, leur donner une hygiène de vie pour ne pas qu'ils nous fassent des vidéos. Merci, j'insisterai sur l'hygiène de vie. Quoique ce n'est pas la femme qui déstabilise quoi que ce soit. Non, c'est un exemple. Il faut être concentré sur son objectif. Le mode de vie, voilà. C'est pas la femme qui du tout. Non, vous n'avez pas compris. Bien au contraire. Quand ils vont commencer à gazer, à entrer dans des vidéos. L'hygiène de vie. Voilà, l'hygiène de vie. Il faut faire attention à ça. Pour que demain, ce soit de grands joueurs, que ce soit U23 ou bien U50. En tout cas, pour que ce soit bien. U50, on vous le souhaite en tout cas. La défaite en Éthiopie, on vous le souhaite. Ça fait trop mal. La Côte d'Ivoire est une nation de football. On ne peut pas perdre comme ça et puis se disputer sur un terrain pour des pénaltys. Il faut se reprendre pour les prochains matchs et puis pour les prochaines compétitions. Mais nous, on vous maintient dans l'atmosphère du sport et du fitness avec notre coach cool qui vous fait aujourd'hui un crunch de main sur les tempes. Qu'est-ce que ça donne? Suivez avec nous. Amis sportifs, bonjour. Place au sport. Ce matin, corde à sauter. On y va. 3 fois 30 secondes. On l'a déjà fait. En position. Top, c'est parti. Chrono est lancé. Tu n'as pas de corde à la maison. C'est simple. Imite le mouvement. Rentre le ventre. Sors la poitrine. Reste concentré sur ton objectif. 30 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. OK. Pause 15 secondes. On s'arrête au top. Pas avant le top. Pas 2 secondes avant le top. Donc tu nous dois 2 secondes de challenge. Tu peux y arriver. Allons-y. Allons, ça c'est la fatigue. Tu n'as pas bien dormi. Allons. 5. Allons, il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. OK. Troisième et dernière série de cette partie. En position. Top, c'est parti. Allez, on tient. Tu peux aussi te faire plaisir, te mettre sur un pied, changer de pied. L'objectif, c'est de tenir. Allons, plus que 15 secondes. À 3, 2, 1.
4 et 15. Bravo. Récupération 15 secondes. Et on termine. 1, 2, 3, 4, 5. Plus que 5, allons-y. 1, 2, 3, 4 et 20. Bravo. Sur place, on grandit. 3, 4. Viens. Bravo. 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 Ah, le coach Lanzeni avec ses sessions et surtout ces personnes magnifiques qui l'accompagnent pour le sport et qui donnent justement de leur personne. Ça fait plaisir. On le retrouve demain, toujours avec la même Agne. Merci d'être à Matin Bonheur, mesdames et messieurs. Réalisation Christelle Akoussa. On a fait du sport, on va manger maintenant. Et le matin, ça donne Histoire du petit-déj. Regardez. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Alix, dans notre frigo? Et le frigo, on a sorti les victuailles, on passe aux casseroles. Et nous avons aujourd'hui dans notre poêle une omelette accompagnée d'un pain sucré. C'est un mets traditionnel, en tout cas vulgarisé au Ghana. Hamburger ghanéen. Voilà, l'hamburger ghanéen, vulgarisé au Ghana. Mais quoique, il s'est vraiment internationalisé, une vie d'intégration. On le retrouve maintenant devant tous les lycées et collèges d'Abidjan et même de tout le pays. Alors, il y a un fameux endroit de pain sucré à Trècheville. J'ai oublié le nom de l'avenue ou de la rue, mais c'est un endroit où on vend les sauces le soir, là. Les sauces, les soupes. Là. Il y a un coin vraiment qui ne paie pas de mine, hein, où on vend vraiment ça, le pain sucré avec le hamburger, tout ça, c'est Soit dit en passant, pour les bonnes adresses pour se restaurer, veuillez contacter Monsieur Govoy, Chef Govoy. Ah oui, non, franchement, je vais vous faire goûter ça. L'année passée, on a goûté le pain On a goûté des choses. Vous avez aimé, hein? Eh oui. Vous avez aimé? Oui. T'es content comme ça? Eh ouais. Allez, on poursuit avec un autre menu, mais le menu de la presse avec notre très cher Renaud. Bonjour Renaud, c'est la revue de presse maintenant. Et on démarre tout de suite, cher Renaud, avec le Patriote. Bonjour Alix et Marco et bonjour à tous les téléspectateurs. Et oui, face à la menace d'embargo qui pèse sur le cacao ivoirien, le confrère révèle comment Dominique Ouattara a convaincu les Américains grâce notamment à sa longue lutte contre le travail et l'exploitation des enfants en Côte d'Ivoire. Pour tout savoir sur ce tour de force réalisé par la première dame de Côte d'Ivoire, rendez-vous dans vos kiosques pour vous procurer le Patriote de ce jour. Alors, le quotidien d'Abidjan, mon très cher Renaud, revient sur des pages sombres de la crise post-électorale de 2010. Et cette page sombre, c'est celle de la disparition de Désiré Tagro. Le confrère l'évoque en ces termes. Enfin, la vérité éclate au grand jour. Voici ceux qui ont tué Désiré Tagro. Le journal souligne pour terminer pourquoi les révélations de Soro font trembler le régime. Plus de détails dans le quotidien d'Abidjan. Et on s'intéresse au sommet G20 qui se déroule actuellement même à Berlin et le chef de l'État y prend part. Et c'est avec Le Jour Plus qui révèle ce que le président de la République demande à l'Allemagne, la France et aux États-Unis. Le confrère souligne aussi que la Côte d'Ivoire, le Ghana et la Tunisie sont les premiers bénéficiaires de l'aide allemande et ce qui a milité en faveur du choix de ces trois pays. Et puis on reste toujours au pays de Angela Merkel, cette fois au sommet du G20, toujours avec le quotidien Le Matin. Tout à fait, le confrère qui indique qu'après les performances économiques réalisées en Côte d'Ivoire, l'Allemagne a décidé d'ouvrir une représentation commerciale à Abidjan. Le Matin souligne que le président de la République a échangé avec la chancelière allemande Angela Merkel. Et fraude sur la nationalité ivoirienne, le nouveau réveil nous en fait l'écho. Et c'est avec cette une, vaste réseau de fausses cartes nationales d'identité découvert. Le confrère révèle le centre de fabrication de ces fausses pièces d'identité ainsi que les ramifications du réseau et ajoute que des distributeurs ont été mis aux arrêts dans la ville de Daoukro. Plus de détails dans le nouveau réveil. Et puis les élections présidentielles à venir en Côte d'Ivoire, on ne le dira jamais assez, cristallisent tout, surtout notre Inter qui consacre un article
à ce sujet. Et plus particulièrement à la candidature de Bédié avec ces mots. En 2020, c'est bouclé. Si la candidature du président du PDCI ne souffre d'aucune ambiguïté, en revanche, selon le confrère, l'alliance PDCI-FPI est hypothéquée. Pour éclairer notre lanterne sur ce sujet, l'Inter livre les explications d'un politologue. Renaud, petit tour du côté de l'Expression. Oui, et le quotidien qui barre à sa une. Après ses propos xénophobes, Adjoumani envoie Bédié au tapis. Pour tout savoir sur ce chaos infligé par le porte-parole du RHDP au président du PDCI, il faut se procurer l'Expression de ce jour. Redressons, nous quittons le tapis, Renaud, et jetons un coup d'œil au quotidien aujourd'hui. Et c'est avec cette image qu'on a ici en illustration, montrant Emmanuel Macron et Salif Keïta qui dit au président français « Dégage d'ici, petit ». Cette caricature fait référence aux récents propos du chanteur malien qui a accusé la France de soutenir les terroristes qui endeuillent le Mali. Ces propos ont eu un fort écho en dehors du Mali, suscitant au passage un sentiment anti-français au point où le confrère pose cette question. La France est-elle malvenue dans ses ex-colonies? La réponse à cette question dans le quotidien aujourd'hui. Et Soir Info nous parle d'un scandale à sa une. Et oui, c'est un sujet bien cocasse. Des enseignants et leurs familles qui se tabassent pour des excréments d'âne. Une affaire qui a entraîné une bagarre généralisée selon Soir Info et qui a fait des blessés graves. Et pour tout savoir sur ce sujet d'une drôlerie surprenante, c'est dans Soir Info qu'il faut aller chercher. Dis donc. Merci infiniment, mon très cher Renaud. On vous retrouve demain, 6h10, toujours avec le même plaisir. Nous allons rester, mesdames et messieurs, dans le giron de l'info, cette fois avec notre spécialiste de l'information certifiée, reconnue internationalement, le vrai ou faux. C'est avec, bien sûr, Lassine Ouattara, juste après ça. Grand initiateur de la vérification de l'information. Aujourd'hui encore avec lui, on parle de ce sujet-là, l'information vraie ou fausse. Comment reconnaître une infox ou une fausse information? Lassine Ouattara, bonjour. Bonjour Alix, bonjour Marco. Alors comment ça va? Ça va très bien. Alors, on reste toujours dans notre sensibilisation, la pédagogie et surtout faire attention afin de distinguer le bon grain de l'ivraie, la bonne information de la fausse. Tout à fait. Alors, on continue sur cette même lancée de reconnaître une fausse information et une information en fait qui est juste et qui est vérifiée et qui est diffusée au public. D'accord. On repart tout doucement pour la pédagogie. Comment reconnaître la fausse du vrai? Alors, on va commencer d'abord par une information qui, je pense, c'est deux informations d'ailleurs qui, je pense, cette semaine ou alors la semaine dernière, ont choqué plus d'un sur les réseaux sociaux. C'est bien évidemment donc l'annonce, la fausse information sur le décès du président du Conseil économique et social, Charles Kofi Dibi, mais également donc la fausse étoile en fait de Arafat, Dick Arafat sur le Walk of Fame, voilà, d'Hollywood. En fait, c'est deux informations qui ont choqué en fait l'opinion. Si ça réjouit surtout pour celui qui est l'artiste Dick Arafat, il faut savoir que bien sûr, on arrive donc à un certain niveau donc, de désinformation qui fait que finalement ça suscite l'émoi. Alors quels sont faits pour détecter tout? Alors qu'est-ce qu'on fait? Les signes qui doivent nous alarmer? Alors les signes qui doivent nous alarmer, il faut indiquer d'abord que c'est quelquefois les titres. Les titres et quelquefois aussi les dates, les photos, mais également donc la possibilité de consulter des sources officielles. Dans l'annonce, par exemple, on va dire, du décès qui avait d'ailleurs créé l'émoi justement donc, du président du Conseil économique et social, à quel point justement donc, la désinformation peut être grave. C'est-à-dire toucher nos institutions, toucher donc quelquefois des personnalités et toucher quelquefois, on va dire, à la vie sociale, politique, économique et morale donc, de toute une nation. Ça veut dire que c'est quelque chose réellement aujourd'hui qui devient de plus en plus, on va dire, gravissime. Imaginez-vous qu'on annonce le décès de quelqu'un qui n'est pas, mais qui représente une institution dans un pays. Ça veut dire qu'à un certain moment, il faut faire attention. Et bien entendu, je vais vous indiquer que ceux qui ont relayé cette information, c'est pas justement donc des individus comme ça. Ça a été le site donc d'information qu'on connaît tous, qui est l'agrégateur d'information, Abidjan.net, qui l'avait annoncé à 11h et de se dédire donc à partir de 13h. Parce que donc, ce qui a été fait, c'est que l'information a été donnée donc toute go, sans vérifier, parce qu'on a reçu quelquefois d'une personne ou d'une autre, on n'a pas recoupé l'information et on a donné. Et un site sérieux comme Abidjan.net peut se tromper et justement peut diffuser de l'information qui n'est pas juste. Et ça a été le cas. Et c'est vraiment, on va dire, le cas qui peut arriver à tout le monde, à tout. Aujourd'hui, tous les médias, tous les sites Internet et même, je veux dire, des télés sérieuses, des journaux sérieux, etc. Donc, pour baliser ce genre de choses, qu'est-ce qui doit être fait? Surtout avec vous, les érudits du domaine de l'informatique ou d'éthique. Oui. Alors,
aujourd'hui, donc, il y a un certain nombre, justement, d'éléments, d'outils qui permettent donc de vérifier l'information. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, une fausse photo, une photo qui a été bidouillée, une photo qui a été donc modifiée, qui a été falsifiée. On peut donc vérifier. Il y a simplement donc des outils. Aujourd'hui, il y a un outil qui s'appelle InVid. InVid vous permet, par exemple, de mettre une photo, une vidéo donc, dans le logiciel qui essaie de décrypter. Donc, est-ce que cette photo a été modifiée? Est-ce que cette vidéo donc, a été modifiée? Quelle est l'origine de cette photo ou cette vidéo? Dans le cas d'espèce, là, comment Abidjan.net, qui est un média sérieux, reconnu par tous, comment ils ont pu se tromper jusqu'à ce point-là? Un, c'est une personnalité. Deux, il s'agit de la vie, de la santé, avec toutes les répercussions psychologiques que cela peut avoir. La preuve, ça a bouleversé un peu toute la journée de nombreuses populations. Alors, comment ça peut arriver en 2019? Alors, ça peut arriver tout simplement parce qu'on a reçu une information, on ne l'a pas vérifiée. C'est-à-dire, bien sûr, le Généralement, journaliste... ça se passe par quoi? Le canal de réception d'infos, c'est des confrères qui le font, c'est un anonyme, c'est un membre de la famille qui a appelé. Avatar. Qu'est-ce qui se passe? La source? Alors, ce qui se passe, c'est que c'est là que, justement, donc, la situation devient complexe. Parce que celui qui publie, par exemple, l'information, de qui est-ce qu'il a reçu? Est-ce que cette information, est-ce que cette personne qui l'a donnée est une personne de ressources? Est-ce que cette personne de ressources, justement, qui a reçu l'information, a eu le temps de recouper? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une institution comme le Conseil économique et social qui a, par exemple, un service de communication. Vous avez des proches donc, de ce monsieur. Vous avez, je veux dire, au niveau même de l'État, la possibilité donc, de vérifier auprès d'autres journalistes. Parce que quand vous êtes journaliste, vous pouvez vérifier auprès de vos confrères. Et je pense qu'un confrère ne va pas vous tromper. À la limite, un peut vous tromper, mais deux, non, ne peuvent pas vous tromper. À la décharge d'Abidjan.net, c'est que ce n'est pas maintenant. Il y a plusieurs années maintenant qu'il y a ce genre de nouvelles-là sur des gens. Il y a que ce soit des personnes connues. Sur la même personnalité. Sur la même personnalité. D'autres personnalités, notamment du monde du sport, des médias, tout ça. Ça devient un jeu comme ça d'annoncer le décès de certaines personnes. Alors, vous vous souvenez? Bien sûr. Alors, en fait, si vous voulez, vous dites que c'est un jeu. En réalité, ce n'est pas un jeu. C'est-à-dire que la désinformation, en général, donc, joue sur l'émotion. Si tout de suite, on vous annonce donc, le décès de quelqu'un que vous connaissez, vous êtes tout de suite sur l'émotion. Et vous cherchez donc à savoir, mais qu'est-ce que peut-être cette personne a eu, etc. Et tout ça. Et là, le premier réflexe que vous avez aujourd'hui, que vous devez avoir aujourd'hui, quand on annonce sur tous les gens qui sont des personnalités, des célébrités, etc., qui sont bien connus, c'est de recouper l'information. Les médias qui l'annoncent, ce n'est pas un jeu. Mais il y a des gens qui en font un jeu. Bien sûr. En distillant des informations comme ça. Oui, on a eu quelques informations comme quoi il y aurait la fin du monde. Il y a 2 semaines, c'était le décès d'un confrère de radio à l'international, Africa numéro 1. Tout à fait. Alors, c'est ça. C'est-à-dire que la désinformation joue donc sur l'émotion. La désinformation, quelquefois, on ne sait pas d'où elle vient et on a tendance donc à la partager. Et quelquefois, par exemple, cette information sur Didier Arafat qui aurait donc son étoile Walk of Fame, mais c'est-à-dire qu'il y a de la fierté parce qu'on joue sur l'émotion, on sait que l'artiste est décédé, on veut jouer sur l'émotion, on veut faire revivre l'artiste, etc. Même quand c'est faux, on se dit, ok, d'accord, on veut mettre les fans en mémoire, on ne veut pas qu'on oublie sa mémoire, donc on crée tout de suite. Et d'ailleurs, la page Facebook qu'il a annoncée, c'est qui? C'est First Magazine. First Magazine, vous savez que First Magazine en Côte d'Ivoire, tout le monde donc, regarde First Magazine. C'est du gossip, voilà, la propagande. Gossip, la propagande, etc. Et tout ça. Et là, en ce moment, je pense que le moment de s'interroger quelquefois sur nos médias. Est-ce qu'il y a des poursuites qui sont envisageables? Des poursuites sont envisageables. Aujourd'hui, vous avez en fait le procureur d'ailleurs qui l'explique à chaque fois. Donc la diffusion donc, de fausses informations qui portent quelquefois atteinte, je veux dire, à l'environnement social, aux personnes, aux personnalités ont la possibilité donc de porter plainte. Mais en réalité, le vrai souci, c'est pas la plainte. Je pense que c'est une question d'éducation et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. De savoir que toutes les informations aujourd'hui que vous allez voir sur Internet, sur des sites même qui peuvent être des sites sérieux, quelquefois, même les journalistes qui donnent des informations peuvent vous donner des informations qui ne sont pas justes, qui sont des informations fausses. Le citoyen, le journaliste, le confrère, et même ceux qui ne sont pas forcément donc, des médias, ont la possibilité donc, de vérifier, tout simplement. Il suffit, comme j'ai indiqué, qu'il y a la possibilité de reconnaître des informations qui sont fausses. Elles vont jouer en général donc, sur l'émotion. En général, donc, c'est sur la date, c'est-à-dire qu'on republie une information de 2013 ou alors de 2008, etc., ou alors c'est une photo qu'on prend, on essaie de manipuler, qu'on remet donc au goût du jour. En ce moment, donc, ça joue sur je veux dire, vos émotions, etc. Mais également, vous avez quelquefois des informations qui sont diffusées par des supports qui ne sont pas forcément des supports vérifiés ou autorisés, ou alors qui jouent quelquefois un peu sur l'imitation. Là, si on a envie de revenir aux fondamentaux, hein. On connaît l'essence ou la fonction même d'un journaliste, récupérer les faits, les couper, vérifier et tout ça. Aujourd'hui, on est à l'affût de la primeur de l'information. Donc, quelle devrait être la nouvelle démarche pour distiller une info
en dernier lieu? Là, il n'y a pas de nouvelles démarches. Tout le démarches. monde doit être maintenant outillé pour l'éthique. Là, sinon, l'information, c'est très important pour le vrai ou le faux, mais il faut qu'on puisse avoir de l'argent aussi pour pouvoir gérer l'information. C'est là où la pub intervient. Désolé. La pub, on se retrouve juste après. Vivez de belles émotions avec la RTI et profitez de l'offre spéciale Rentrée audiovisuelle 2020 avec des remises allant jusqu'à 30% sur tous les produits publicitaires du groupe RTI. RTI 1, RTI 2, Fréquence 2, Radio Côte d'Ivoire, RTI Boaké et tous nos supports digitaux jusqu'au 5 janvier 2020. Annonceurs, agences de communication, ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d'accroître votre visibilité et celle de vos clients. Contactez vite RTI Publicité au 22 40 12 65. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, la moitié sud sera généralement nuageux avec possibilité de pluie matinale relativement faible. Par la suite, le temps deviendra partiellement nuageux. Dans la moitié nord, on aura un temps partiellement nuageux avec une sensation d'air sec dans l'extrême nord. Pour les températures de la matinée, on note la maximale qui est de 27 degrés à Abidjan, 26 à Adiaké, 25 à Bandoukou, 24 à Boaké, 25 à Daloa, 26 à Dimbokro, 25 degrés pour Deville, Gagnoa et Korogo, 24 à Mans et Sikaoudiéné, 26 à San Pedro, 26 à San Pedro, 25 degrés à Sassandra, Tabou et Yamsokro. Dans l'après-midi, l'ensemble du pays sera ensoleillé. L'extrême nord du pays observera une sensation d'harmattan. Le sud forestier et le littoral observeront en milieu ou en fin de période des formations orageuses suivies de pluie. La bande centrale restera ensoleillée. Pour les températures, on note 31 degrés à Abidjan ainsi qu'à Diaké, 33 à Bandoukou. La ville de Boaké affichera 32 degrés. On note 33 degrés à Daloa, 34 à Dimbokro, 33 dans la région du Go, 34 dans le Poro, 33 à Mans ainsi qu'à Odiéné, 31 à San Pedro. La ville de Sassandra affichera 30 degrés également pour la ville de Tabou et enfin 32 degrés à Yamsokro. Merci pour votre aimable attention. Nous vous souhaitons de passer une très belle journée dominicale. MTN, everywhere you go. C'est l'heure de l'actualité consacrée à l'Afrique. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. En Algérie, la campagne pour la présidentielle du 12 décembre a commencé dimanche, mais les 5 candidats ont du mal à la mener comme ils l'entendent. Leurs meetings se tiennent en présence des forces de police et plusieurs ont été perturbés par des contestataires opposés à la tenue de la présidentielle dans les conditions actuelles. Au Burundi, les autorités ont confirmé hier une attaque meurtrière contre un poste avancé de leur armée survenue dans la nuit de samedi à dimanche. Au moins 8 soldats ont été tués dans cette attaque non revendiquée et l'on compte des dizaines de disparus. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière et la plus importante dirigée contre l'armée depuis 2015. Au Tchad, depuis que la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a durci les contrôles douaniers, les commerçants tchadiens sont inquiets. Leurs stocks fondent à vue d'œil comme leurs revenus. En cause, les transferts d'argent sont bloqués et les marchandises coincées aux frontières.
Le Ghana signe un protocole d'accord en vue de l'achat de 3 Boeing 787-9 Dreamliners à un prix catalogue de 877,5 millions de dollars, environ 440 milliards de francs CFA, pour le lancement d'une nouvelle compagnie aérienne nationale dans le pays. Pour conclure, on part au Cameroun à la rencontre de ces filles victimes de harcèlement sexuel et d'attouchement à l'école. Suivi. Quand la pause vient, il demande à tous les camarades de classe de sortir. Mais quand je veux sortir, il demande donc que je reste en classe. Et puis il vient s'asseoir sur le même banc que moi et il commence à me toucher mes cuisses. Beaucoup d'autres jeunes filles sont passées par là. Le harcèlement sexuel en milieu scolaire n'a pas toujours de micro. Mais parfois, ça explose. Il avait les classes de 5e. Les élèves pensaient que c'était leurs parents. La classe de 5e, c'est 13, 14 ans. Nous avons été mis au courant par une de ces élèves qui était assez éveillée. On s'est rendu compte qu'il y avait même quelques filles qui étaient passées à l'acte et une était enceinte. Généralement, l'enseignant en question flirte avec la naïveté de la jeune fille pour ensuite violer son mental. Sur le plan psychologique, je ne sais pas comment il peut dédommager, mais c'est déjà là. Il parvient juste à s'excuser. Quand des cas comme ça arrivent, l'enseignant a une demande d'explication publique. Vous savez qu'on ne licencie pas. Ce cas n'est pas isolé. Nous avons pu rencontrer une victime. Elle accepte d'en parler sans se dévoiler. Le professeur de maths voulait avoir les relations sexuelles avec moi. Quand la pause vient, il demande à tous les camarades de classe de sortir. Mais quand je veux sortir, il demande donc que je reste en classe. Et puis il vient s'asseoir sur le même banc que moi et il commence à me toucher mes cuisses. J'essaie toujours de fuir, je répondais toujours non. Et chaque fois qu'il essaie toujours pour que quelqu'un entre en classe, j'ai rapporté ça à mes parents. On a appelé le professeur de maths, il a nié en disant que je suis une menteuse. Mais je n'avais pas de preuves pour prouver ce que j'étais en train de dire. 3 ans après, la jeune dame reste prisonnière de ce drame et côtoie son geôlier au quotidien. Oui, il enseigne toujours ici. Quand il partage les feuilles, il donne les feuilles de tout le monde à même, mais quand il s'agit de ma feuille, il jette ça au sol. J'ai toujours peur de lui. Je ne veux plus qu'il nous enseigne. Je ne veux plus l'avoir comme professeur. 2 cas ont été exposés dans ce reportage. Des centaines, voire des milliers auront le sommeil agité parce qu'elles se sont reconnues dans les mots de leurs camarades de banc. Briser le tabou. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7h. Merci Régis Kofi. Et puis on va y revenir sur ce sujet qui malheureusement touche d'autres pays aussi. La Côte d'Ivoire en fait les frais, mais également on l'a constaté dans cet élément, le Cameroun est aussi concerné. C'est dans quelques instants dans la thématique. Pour l'heure, on poursuit dans la chronique Vrai ou Faux avec Lassine Ouattara. On parlait des nouvelles techniques de traitement de l'information des journalistes actuels. Alors tout à fait, comme il indiquait, en réalité il n'y a pas de nouveauté dans le travail de base du journaliste. C'est toujours la même racine. C'est le recueilli, même traitement d'information. traité dans le processus de traitement, c'est-à-dire qu'on vérifie, c'est-à-dire qu'on peut appeler une source officielle, on peut aller sur le terrain, on collecte, on appelle des témoins, on vérifie. Et aujourd'hui, ce qui fait que quelquefois, il y a beaucoup de fausses informations, c'est qu'il y a la montée en puissance des réseaux sociaux, il y a des sites Internet qui sont des sites Internet parodiques, etc. Il y a la soif effrénée du scoop. La soif effrénée du scoop, mais également, on va dire, le partage aussi facile donc des informations, ça et là, sans se soucier. Quelquefois, vous avez une information, quelqu'un vous envoie et vous dit, OK, d'accord, aujourd'hui à Abidjan, par exemple, un exemple, il y a par exemple du sucre et qui n'est pas donc approprié pour la consommation. Mais de façon instinctive, ce que vous faites, vous ne vérifiez pas cette information, vous la partagez également donc à un proche. Attention aussi, il ne faut pas que donc il puisse donc avoir accès à ce sucre, par exemple, qui n'est pas bon pour la consommation. C'est une attitude normale en même temps. Une attitude normale de quelquefois prévenir, mais en réalité, il faut toujours mettre en doute toutes les informations qu'on reçoit. Et moi, c'est ce que je dis tout le temps. Il faut toujours mettre en doute les informations qu'on reçoit. Jusqu'à ce que la vérité soit avérée. Jusqu'à ce que... de façon naturelle, quand on reçoit une information, surtout sur les réseaux sociaux, il faut vraiment prendre ça avec beaucoup de pincettes. Les images que vous allez voir, les écrits, les titres. Quelquefois, même vous avez, par exemple, l'URL, c'est-à-dire que l'adresse du site Internet donc, qu'on a pris, qu'on a partagé. Et quelquefois, vous allez voir, c'est 24 news, quelque chose, .com. Mais quand vous allez, par exemple, sur ce titre que vous vérifiez le à propos,
vous allez comprendre quelquefois que ce site, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas de rédacteur en chef, il n'y a pas de journaliste, on ne sait pas qui ils sont exactement, il n'y a même pas d'auteur quelquefois. Et vous allez voir que cette information a été partagée quelquefois des milliers et des dizaines de milliers de fois, alors qu'en réalité, donc, il n'en est rien. Comme je disais tout à l'heure, donc pour reconnaître, c'est des titres quelquefois qui sont accrocheurs. Donc on a des adresses qui mettent des sites internet donc connus. Voilà, on a l'absence de date, comme j'ai indiqué tout à l'heure, de fautes grossières. Quelquefois, vous avez des articles qui sont bien écrits, mais avec des fautes d'orthographe, de grammaire, de construction, et même quelquefois, dans les paragraphes, il n'y a pas de logique en tant que telle. Et puis vous avez des images qui sont retouchées, il n'y a pas d'auteur qui est identifié clairement, parce qu'aujourd'hui, vous savez que les journalistes sont très jaloux de leur métier et ils signent toujours leurs articles. Et puis vous avez des comptes qui ne sont pas quelquefois certifiés, surtout quand on est sur Facebook. Aujourd'hui, vous avez des comptes qui sont certifiés de personnalités, d'institutions, etc. Et puis, à propos du site, comme j'ai indiqué, et puis donc, il n'y a pas de source. On vous dit, par exemple, il y a 10 000 personnes donc, qui ont été atteintes de telle maladie, mais quelle est la source? Est-ce que c'est l'OMS? Est-ce que c'est une institution de santé, etc. Et puis, quelquefois, dans les commentaires. Pour reconnaître donc une fausse information dans les commentaires, vous allez voir des individus qui vous disent, attention, cette information, donc, elle n'est pas forcément juste, on l'a déjà vu en 2015 ou en 2007. Voilà. Merci infiniment à vous, très cher coach de l'info, certifié ou pas. Vraiment, on est très heureux que vous nous apportiez cet éclairage-là. Tout au long de la saison, ce sera comme ça parce que ça va nous permettre vraiment de montrer que c'est vrai, parfois vous attendez la RTI sur des informations, mais nous sommes un média de responsabilité. Nous diffusons des informations. Parfois, nous avons tort, nous reconnaissons. Parfois, nous sommes un peu lents. Mais mieux vaut la lenteur qu'une information rapidement qui va bouleverser l'équilibre de la société. Merci à vous, très cher. On va passer maintenant avec le coach Yoman au pas de course parce que vraiment, on va en point de mire recevoir tout à l'heure pour la thématique notre spécialiste pour la protection de l'enfance. Le coach Yoman est là et on va aller avec lui juste après ceci. Il n'y a pas de jingle, Alix, on y va. Eh oui, le coach est là avec nous. On parle aujourd'hui de la reconversion professionnelle. Comment réussir sa reconversion professionnelle? Bonjour à vous. Bienvenue. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Très heureux de te retrouver. Pareillement. Pareil pour toi, hein, Marco. C'est un bonheur. La cravate va très bien avec la reconversion professionnelle. Eh oui, parlons donc de reconversion professionnelle. C'est tout un mécanisme, tout un programme. Comment ça se décline? Exactement. Quand on parle de reconversion professionnelle, il faut savoir qu'en termes de définition, on parle d'un individu dans le milieu professionnel qui arrive à un stade de son évolution, de sa carrière et décide de changer soit de métier, soit de profession, soit d'environnement professionnel carrément. Et cette reconversion professionnelle est une réalité dans la saison dans laquelle nous sommes parce que justement, on se souvient, il n'y a pas très longtemps, dans une émission qui est passée, nous avons parlé des différentes générations. Des générations, on va dire aujourd'hui, entre pratiquement 30 et 40-45 ans. Les 30-45 ans, cette tranche d'âge-là se reconvertit professionnellement beaucoup plus que ceux qui sont dans la cinquantaine, qui sont beaucoup plus stables, beaucoup plus sédentaires dans leur vie professionnelle. Alors, moi, je veux revenir sur les mots-clés. Réussir, reconversion professionnelle. C'est quoi la réussite? C'est quoi la reconversion? Et puis, c'est quoi le volet professionnel? Eh bien, réussir ici veut dire tout simplement qu'il faut prendre un certain nombre de dispositions parce qu'on peut échouer dans sa reconversion professionnelle. Et il faut comprendre qu'on ne se reconvertit pas professionnellement sur un coup de tête. On ne décide pas un matin parce qu'on est fatigué, on est épuisé émotionnellement, parce qu'il y a une dépersonnalisation, parce qu'il y a une diminution du sentiment d'accomplissement. Donc, on décide de partir de son environnement professionnel. Non, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a un certain nombre de symptômes aussi qu'il faut pouvoir maîtriser. Il faut pouvoir se rendre compte qu'on présente ces symptômes. Il y en a 10 en tout, mais ce matin, nous allons parler de 3 d'entre eux qui reviennent de façon récurrente et qui doivent être pris aussi en compte par le système des ressources humaines des entreprises, parce que c'est justement cela qui va constituer en gros le problème qui explique pourquoi des individus qui sont dans un environnement professionnel dans lequel on pense qu'ils ont tout, se retrouvent un matin à claquer la porte et à partir. Donc on parle des éléments incitateurs de reconversion. Avec la slide qu'on a, c'est le burn-out qui prédomine. Voilà, donc le fameux burn-out. Oui, le fameux burn-out. Et comme on le voit sur notre slide, c'est un épuisement physique, c'est un épuisement émotionnel, il est mental, mais il est dû à quoi? Il est dû à une surcharge de travail. C'est-à-dire que dans le burn-out, on me demande de faire plus que ce que je devrais. Et avec un système managérial qui me pousse à bout, qui me pousse dans mes moindres retranchements, le problème c'est que le manager en question a établi un système dans lequel il a
a une obligation de résultat, mais il ne tient pas compte de la personne humaine que je suis et des capacités que j'ai à prendre parfois des pauses. Ce qui a fait, par exemple, qu'en France, à un certain moment, dans une fameuse entreprise de communication, on a eu près de 13 à 15 suicides. Alors, le burn-out, c'est... Parfois, on dit que c'est le manque d'estime apporté aux collaborateurs avec tout ce qu'on lui donne, une charge émotionnelle et sans moyens, c'est ça qui conduit, ça peut conduire au suicide. Exactement, ça peut conduire au suicide et ça peut conduire justement à détruire l'image de marque d'une entreprise, à détruire justement le positionnement d'une entreprise. Tout simplement pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, le plus important aujourd'hui dans les ressources humaines, ce n'est pas forcément l'atteinte de vos objectifs, c'est la prise en compte du capital humain, parce que finalement, c'est l'individu qui va réaliser la tâche. C'est l'individu qui va mener à bien le projet d'entreprise. C'est l'individu qui va mener à bien la politique de l'entreprise. Donc, dès lors que cet individu-là ne se sent plus pris en compte, eh bien, à ce moment-là, il y a nécessité d'échanger avec lui. Il y a nécessité de l'écouter. Vous savez, simplement, parfois, une écoute active du manager peut dénouer une crise, tout comme, par exemple, celle que le burn-out peut présenter. Parce que je ne me sens pas pris en compte. Tout ce qu'on attend de moi, c'est que je sois dans l'exécution. Tout ce qu'on attend de moi, c'est que je fasse mon travail. Mais il n'y a pas que mon travail. Il y a aussi l'environnement dans lequel je me retrouve. Il y a aussi les réalités face auxquelles je me retrouve. Et puis parfois, ces réalités-là sont dues même aux conditions de travail. Parfois, on peut me demander de réaliser une tâche alors qu'il n'y a pas les conditions qui sont mises en œuvre pour que ce travail-là soit réussi. Vous savez, des personnes ont connu un burn-out tout simplement parce que des fois, elles ont été amenées à aller en mission à leurs propres frais. Mais si elles ne font pas la mission, on leur dira, tu n'as pas fait ton travail. Donc, fais d'abord et ensuite tu te plains. Ça ne fonctionne pas comme ça tout le temps. Donc, le burn-out, ce n'est pas qu'une expression anglo-saxonne ou une expression qui marche seulement à l'extérieur. Ici, en Côte d'Ivoire, en tant que coach, nous recevons en cabinet des personnes qui sont dans le milieu professionnel, qui ne savent pas, qui ne mettent pas un nom tout de suite sur le burn-out. Mais en fait, à l'échange, à la discussion, on réalise que la personne a une diminution du sentiment d'accomplissement. J'ai le sentiment que je ne m'en sortirai jamais, en fait, de cette spirale ou de ce cercle vicieux dans lequel je suis. Mais il n'y a pas que le burn-out. Hein. Il y a aussi d'autres expressions qui se sont développées. On parle par exemple de bore-out. Okay. Le bore-out par rapport au burn-out, c'est ce sentiment d'ennui. Je suis dans mon univers professionnel, mais je m'ennuie. En fait, à la différence du burn-out où j'ai une surcharge, là je m'ennuie parce que je fais une sous-charge. Une sous-charge. En fait, je suis à un niveau trop élevé par rapport à ce qu'on me demande de faire. C'est-à-dire ce sont des charges finalement rebarbatives que je me mets à exécuter. Je suis un rôle d'exécution, mais je peux faire plus que ça. C'est pas de la prétention? C'est pas de la prétention, c'est votre formation. On a parlé du talent. On a parlé aussi de cette capacité que l'on a à un moment donné de savoir, ses aptitudes, ses compétences et son savoir-faire. Donc quand, par exemple, une personne en général qui a une capacité, par exemple, de créativité se retrouve à accomplir des tâches répétitives, au bout d'un moment, en général, hein, ça va toucher les personnes qui ont un travail assez technique, dans lequel ils sont amenés parfois à faire de l'innovation. Cette innovation ne passe pas quand on a un manager qui est assez carré. Il faut que les choses se fassent dans un certain ordre pour qu'on puisse arriver à un certain résultat. Alors que parfois, il y a deux thèmes qui se côtoient. Il y a l'efficacité et à l'efficience. Vous voyez, vous pouvez être efficace, c'est bien, mais l'efficience, vous utilisez moins de ressources pour atteindre plus rapidement vos objectifs. Coach, cas pratique, on a parlé du burn-out où l'individu ou l'employé se retrouve avec une surcharge de travail, ou le burn-out où il est vraiment en sous-charge de travail. Exactement. On sait que les entreprises sont structurées. Un agent pour un poste ou un agent pour un tel autre poste. C'est un déséquilibre apparent entre burn-out et burn-out dans l'entreprise. Comment on fait, on ramène l'équilibre? Bon, on assigne les tâches de l'un à l'autre. L'équilibre ne reviendra pas toujours par rapport à une prise de conscience du système managérial ou des managers de l'entreprise, parce qu'en fait, c'est l'individu qui se rend compte au bout d'un moment que son travail ne correspond plus à ses attentes. Donc, sa démarche, c'est laquelle? Sa démarche, justement, ça va être de chercher à se reconvertir, de chercher à voir ailleurs ce qu'il est capable d'apporter. Par exemple, il va réaliser que... professionnelle. Exactement, il va réaliser que dans une entreprise B, ses compétences actuelles pourraient être plus demandées. Et il pourrait là-bas apporter beaucoup plus de choses que là où il se trouve. Le marché du travail est saturé. Demander à quelqu'un de quitter tout de suite parce que voilà, il serait en burn-out ou en bore-out, c'est pas un peu la démarche ne vient pas en fait de l'entreprise. Hein. Ici, dans la reconversion professionnelle, c'est le travailleur lui-même, c'est celui-même qui réalise que je suis arrivé à un stade
de ma vie professionnelle où, franchement, je peux donner plus que ça, mais on ne me donne pas les moyens. Coach, vous le dites si bien qu'il y a souvent la dépression. Quand on parle de burn-out, bore-out, la dépression n'est pas loin. En Côte d'Ivoire, selon certains chiffres très officiels, on a 23% de suicides. On vient juste... et après, on a le Lesotho. Et ça, c'est en Afrique, on a un fort taux de suicides. On n'y pense pas, on n'y prend pas garde. Et dans ces 23%, il y a une forte partie pour le monde professionnel. Oui, et justement, c'est cela. C'est-à-dire qu'on a une combinaison d'éléments. Dans cette combinaison d'éléments, il y a le système managérial, parfois qui n'est pas récemment, il y a une dame, je m'excuse, récemment, il y a une dame qui s'est jetée par la fenêtre. Il y a ça, c'est ce qu'on a su, ça a ému tout le monde. Il y a beaucoup d'exemples aussi qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas été médiatisés, de personnes qui se suicident à cause du travail, qui sont frustrées, qui sont dans des CDD interminables, tout ça. Parce que dans notre système managérial, en général, on ne prévoit pas la place pour l'écoute. Ça fait partie des éléments intrinsèques qui permettent à un individu de se refaire psychologiquement, de se refaire moralement, mais de se refaire aussi intellectuellement. Vous savez, des fois, vous venez, vous connaissez votre travail, vous avez cette compétence parce que vous l'avez acquise, parce que vous l'avez appris, mais vous vous retrouvez dans une certaine situation, dans un certain contexte qui peut être familial, qui peut être social, qui peut être même économique et qui fait que vous n'êtes plus vraiment la personne que vous êtes censé être. À ce moment-là, ce n'est plus le professionnel, c'est l'individu qui a peut-être parfois besoin d'être écouté. D'être écouté, mais une écoute vraiment active. Et il faut justement, et c'est notre combat, nous en tant que coach éthique, c'est que dans chaque entreprise, il y ait cette possibilité. On a des médecins d'entreprise, n'est-ce pas? On a des médecins qui vont veiller sur la santé, mais il n'y a pas que la santé physique. Il y a aussi la santé émotionnelle d'un individu, surtout, qui est vraiment déterminante, car en général, c'est quand vous êtes émotionnellement malade que physiquement, en fait, vous le ressentez. Donc très souvent, votre situation professionnelle commence à prendre un coup. Et comme je l'ai dit, le manager, lui, tant qu'il ne te voit pas alité, tant qu'il ne voit pas la perfusion, tant qu'il ne voit pas cette fatigue physique, et c'est illustré par cette image-là, il n'y a pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir. Vous voyez, au départ, il était bien assis, il était ancré sur son poste de travail. Au bout d'un certain moment, il glisse progressivement. Mais cette posture-là est révélatrice aussi d'un état d'esprit. Quand j'arrive à ce stade-là, qu'est-ce que je fais? Au début, je suis bien dégourdi. Au début, je veux battre tous les records, tous les défis. Et après, au fur et à mesure, la démotivation s'installe. Et si je n'ai pas la possibilité d'en parler avec le RH, si je n'ai pas la possibilité d'en parler avec mon top manager, si je n'ai pas la possibilité d'en parler avec mon responsable direct et qui me prend en compte justement la réalité dans laquelle je suis et qui me conseille et qui m'oriente et qui me permet de comprendre la dynamique dans laquelle je suis, eh bien, je suis en train de m'épuiser sentimentalement, moralement, intellectuellement, et je m'appauvris chaque jour. Au bout d'un certain moment, je ne réponds plus. Et là, on tombe dans ce qu'on va appeler le brown-out, c'est-à-dire qu'on tombe dans la troisième étape importante. Donc, on a parlé de burn-out, on a parlé du bore-out, et là, on va parler maintenant du brown-out, qui est vraiment, comme l'indique l'expression, c'est vraiment le brouillard, quoi. On ne voit plus rien devant. Je ne vois plus de profil de carrière. Je ne vois pas qu'est-ce que je vais devenir dans cette entreprise, en fait. Je ne vois pas progresser. Et ça, ce sentiment de ne pas se savoir capable de progresser, d'avoir un profil de carrière, de sentir que, en fait, je vais rester toute ma vie assis dans ce bureau, à tourner en rond dans un 10 mètres carrés, ça va provoquer aussi chez l'individu le sentiment d'être cloîtré. Et ce sentiment d'être cloîtré, de ne pas être capable vraiment de s'épanouir professionnellement, va expliquer pourquoi de plus en plus il y a des déplacements d'un corps de métier, d'une activité ou d'un type de métier à un autre type de métier. Coach, et là, justement... on touche du doigt le modèle de fonctionnement de maintes d'entreprises. Il ne faut pas se leurrer. Ce qui se passe et ce qui est décrit là. Vous préconisez quoi? Par exemple, à l'extérieur, on a des cellules d'écoute, comme vous le dites. On a même des salles de repos. C'est adapté pour des salles de dégrisement, de repos. On a même des salles pour s'occuper des enfants, des employés qui viennent avec leurs enfants, des crèches. Et même pour les conjoints même des employés qui sont à l'extérieur, qui viennent... Ils ne sont pas loin du service, je sais que beaucoup de managers vont m'en vouloir, mais le problème, ce n'est pas forcément l'argent. Le problème, c'est d'y penser. Vous savez, il faut simplement y penser. Le fait, par exemple, pour un manager de créer des environnements dans lesquels il se retrouve avec ses collaborateurs, juste pour échanger, juste le temps de partager un repas. Vous savez, ça va dépendre en fait des moyens, des ressources dont l'entreprise dispose. Plus on a de ressources, on peut
croître à l'infini les possibilités, mais c'est pour ça justement qu'il y a des coachs qui sont là pour indiquer. Coach, ce que vous dites est d'autant plus vrai que dans le processus, dans la stratification, dans la nomenclature de l'entreprise, le mot reconversion, là, c'est-à-dire il faut que ce soit intégré, il faut qu'on sente que dans cette entreprise, rien n'est figé. Je viens à l'entreprise X, je sais que je vais commencer comme ça, mais on va m'écouter. À un moment, on va venir vers moi pour me dire, ah, tu as telle expérience, tu as tel nombre d'expériences, on sent que tu peux faire ceci, tu peux faire cela. C'est ça. Oui, il faut la démarche aussi peut venir de l'employé. Ce que tu expliques là, on ne parle plus en ce moment-là de reconversion, mais on parle de migration. Ou de mobilité. De mobilité ou de promotion, par exemple. C'est-à-dire on réalise que l'employé, dans son domaine, il excelle, il fait pas mal de bonnes choses et on essaie de créer ce désir de verticalité. Donc, il va croître dans son processus et à ce moment-là, il y a cette idée de reconnaissance qui n'existe pas justement dans les différents éléments que nous avons cités. Quand je travaille et qu'on ne reconnaît pas mon travail, à un moment donné, je ne vois plus pourquoi je dois continuer de donner. La reconversion, c'est de trancher avec ce qu'on fait actuellement. Alors que la reconversion, c'est passer par exemple d'animateur à chef cuistot, par exemple. Ouais. On a vu Alice dans Matin Bonheur et puis du jour au lendemain, Alice décide que bon voilà, elle est dans le make-up. Elle se lance dans le make-up et puis voilà, elle se lance dans la mode, etc. Mais qui tranche carrément avec ce qu'on lui a connu depuis longtemps. Et c'est la raison pour laquelle dans la nomenclature... Pas forcément dans la même entreprise. Hein. Non, pas forcément dans la même entreprise. Il passe vraiment à autre chose. C'est-à-dire que le gars, il était top manager dans une banque, il était country manager, et puis là, il se retrouve boulanger. J'aurais voulu être... Exactement. Donc là, la reconversion professionnelle devient la réponse, en fait, à votre bore-out, à votre burn-out ou à votre burn-out, et ça vous permet vraiment de reprendre de plus belle. À ce moment-là... J'ai envie de vous poser la question de savoir le choix ou l'orientation de cette reconversion-là. Elle est motivée par quoi? Par ses passions, par ses envies, ses hobbies? Oui, comme je dis, les sujets que nous abordons sont consécutifs. Ils permettent de mieux comprendre en fait la démarche dans laquelle on est. On a parlé du talent. En général, votre reconversion professionnelle... On peut se lancer des défis aussi, des fois. Oui, on peut se lancer des défis, mais en général... Vouloir quitter sa zone de confort. On quitte sa zone de confort, mais bien sûr parce qu'on se rend compte que pendant tout le temps, on a accompli un métier, on a accompli de façon un travail de façon mécanique. Et on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas vraiment ça, ce qu'on voudrait. Je prends quelques exemples qui peuvent nous permettre d'illustrer. Je peux prendre par exemple cet homme-là qui décide à un moment donné de quitter les États-Unis, de quitter le confort dans lequel il est dans son travail, avec les moyens qui vont avec, et de venir en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et d'ouvrir un lavage auto. Moi, je suis séduit par ce coaché-là, parce que c'est quelqu'un que je coach, qui ouvre un lavage auto et qui trouve que le lavage auto doit prendre une dimension qui fasse que le client n'attende pas trop. Voilà son idée. Il s'est toujours dit, moi, quand je veux faire laver mon véhicule, il ne faut pas que le client fasse plus de 10 minutes. Il crée un lavage auto qui devient son business et il lâche tout. La famille lui dit, mais est-ce que ça va bien dans ta tête? Est-ce que tu as bien réfléchi? Comment tu peux quitter un boulot comme celui que tu avais pour laver des voitures? À ce niveau-là, l'enjeu, c'est quoi? Parce qu'il ne faut pas échouer. L'enjeu, c'est votre bonheur personnel. La pression aussi, elle est là. L'enjeu, c'est votre bonheur personnel. Tu sais, Alice, ton bien-être ne peut pas être négocié. Vous pouvez être dans un boulot, c'est comme dans un mariage. Vous pouvez être dans un mariage où tout paraît beau, etc. Alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Ça s'appelle la canard attitude, c'est-à-dire à la surface, vous semblez stable, mais à l'intérieur, vous pédalez, mais comme ce n'est pas permis, quoi. Mais jusqu'à quand? Et comme je le disais, c'est à partir de la trentaine, quarantaine, où il y a une remise en cause vraie de ce que je suis. Qui je suis, mon positionnement par rapport à la vie. Alors, coach, la question qui me taraude, c'est que quand on commence à travailler, comment on intègre le fait qu'à tout moment, on doit vraiment... Oui, comment ça vient? Est-ce que ça vient de façon construite? C'est vrai, il y a le talent, il y a toutes les étapes qu'on a vues. Comment ça se fabrique? Justement, ça ne vient pas de façon construite. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'arrive... Voilà, c'est pour ça qu'on a parlé des postes tout à l'heure. J'arrive à un stade où j'ai eu l'impression que j'étais fait pour les métiers de la banque, j'étais fait pour les métiers, par exemple, de la manufacture, et je réalise après un certain temps, de plus en plus maintenant, hein, on est entre 10 et 15 ans, parfois moins, on réalise que non, ça ne me correspond pas. Et ce que je dis ici dans la reconversion professionnelle, ce n'est pas une question de salaire. Parce que je peux donner l'exemple de ce cadre d'une grande banque de la place qui couvrait les 8 pays de la zone UEMOA, qui revient après 10 ans dans ce domaine-là, où il est en passe de devenir quelqu'un de plus important dans son domaine et qui s'est dit, non, coach, je pense que j'ai des effluves de restauration.
C'est quoi cette histoire des on a l'exemple du jeune banquier qui est revenu installer une crêperie qui marche bien. Et qui fait sa crêperie et qui s'épanouit dans son domaine. En fait, là, il est tranquille. Il n'a ni burn-out, ni burn-out, ni brown-out. Il s'épanouit dans son domaine. Comme un poisson dans l'eau. Vraiment ce qu'il a envie de faire parce que celui dont je parle là, il arrive à un certain stade où ce qu'il veut proposer ne peut pas passer parce que tu n'es pas dans ton travail. Tu bosses pour quelqu'un. Donc, à la limite, on te demande d'accomplir juste ce que tu as accompli. Mais à un moment donné, tu as besoin de produire. Tu as besoin d'inventer, d'exprimer ce que tu as de plus fort à l'intérieur de toi. Tu as besoin tout simplement d'être toi-même. Voilà. Donc, à ce moment-là, pour répondre à Marcelin, c'est à ce moment-là que tu réalises que, comme tu ne peux pas changer leur monde, invente le sien. Tout simplement, tu inventes ton monde à toi et à partir de ce moment-là, justement, il y a des étapes préparatoires. On parle de réussir. Donc, la première chose, si vous voulez réussir dans la reconversion, c'est de savoir est-ce que vous êtes qualifié pour le domaine. Parce que vous pouvez aimer le domaine. On se souvient, non? Vous pouvez aimer une chose, mais ne pas savoir la faire. Donc, peut-être vous pouvez aimer la chose et la chose peut ne pas vous aimer. Ne pas vous aimer. Donc, l'une des choses que vous cherchez à faire, c'est quoi? C'est de vous former. Est-ce que vous avez besoin de formation? La formation va durer combien de temps? La deuxième chose, si c'est dans un entrepreneuriat que vous décidez d'entrer, vous avez besoin de ressources. Est-ce que vous avez les ressources disponibles là maintenant pour démarrer? Mon conseil en tant que coach, c'est de vous dire, déterminez par exemple de combien vous aurez besoin pour démarrer l'activité en question. Vous aurez besoin peut-être de 10 millions. OK, si vous avez besoin de 10 millions que vous êtes payé par exemple à 800 000 ou 1 million, vous savez en fait combien vous devez mettre de côté chaque mois pour que vous atteigniez le million. Et donc, c'est quand vous aurez atteint justement les ressources dont vous avez besoin pour lancer votre business que viendra justement le moment de partir. Et parce que la reconversion a un prix. Hein. La reconversion a un prix. Vous ne se lève pas comme ça, mesdames et messieurs. On passe un coup de tête, mettre à mal tout le système familial, les équilibres troisième et tout chose, ça. comme on dit en français ivoirien, ne garde pas là où tu étais parce qu'on ne sait jamais. Il ne faut pas mettre le sable dans l'océan. Bien sûr, parce que des fois, des personnes ont cette conviction qu'elles vont se reconvertir professionnellement. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles claquent la porte, elles se mettent vraiment dans un état de transe dans l'environnement professionnel, elle parle dans un langage assez décousu au manager, mais après, quand vous êtes parti... Il pourrait être vos potentiels clients, donc il faut savoir partir après, quand aussi. vous êtes parti, que ça ne s'est pas bien passé. Et puis les managers se parlent entre eux. Comment vous faites? Parce que malheureusement, justement, comme Marcelin dit, les managers se parlent entre eux. C'est un peu comme dans le domaine de la banque. Si vous avez fait quelque chose qui n'est pas correct, c'est fini. Vous êtes éjecté du système définitivement. C'est pas un pari certain. Et la quatrième étape très intéressante, c'est d'avoir un mentor. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a réussi dans le domaine dans lequel vous décidez de vous lancer? Si cette personne a réussi dans ce domaine-là, elle peut vous mentorer, elle peut vous conseiller, vous dire les différentes étapes à franchir. Parce qu'avec un mentor, l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il vous évite de commettre des erreurs à partir de son expérience à lui-même. Merci infiniment, coach. Merci, vous nous avez donné en tout cas tous les rudiments, les ingrédients pour pouvoir nous reconvertir. Nous sommes bien là où nous sommes. Non, ça va. Ça va. Dans quelques années encore. On se lance en restant? Oui, on se lance en restant. En restant. On est encore là avec vous et on partira juste pour la pub, mais sachez qu'on est là. On ne bouge pas. On est encore là. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce bref regard sur l'actualité internationale. Le parquet suédois a annoncé hier l'abandon des poursuites pour viol contre Julian Assange, faute de preuves suffisantes pour un procès. Si la partie civile ne fait pas appel, près de 10 années de procédure se concluront par un constat d'échec pour la justice suédoise. Détenu dans une prison de Londres, Julian Assange est sous la menace d'une extradition vers les États-Unis où il encourt une peine allant jusqu'à 175 ans d'emprisonnement pour espionnage. Aux États-Unis, justement, William Taylor, l'ancien ambassadeur américain en Ukraine, et George Kent, le secrétaire d'État adjoint à l'Europe et l'Eurasie, prêtent serment devant le Congrès dans les premières auditions télévisées de la procédure exceptionnelle de destitution visant le président américain Donald Trump.
Victoire pour Israël, coup de massue pour les Palestiniens. Le changement de politique de Washington sur le statut des colonies en Cisjordanie occupées divise à nouveau les protagonistes d'un conflit sans issue à court terme. Washington reconnaît en effet les colonies comme non contraires au droit international. Le chef de l'État français Emmanuel Macron s'est dit mardi opposé à l'interdiction des listes communautaristes aux prochaines élections municipales et a appelé collectivement à la prudence sur le sujet. Il était devant le congrès des maires de France à Paris. On écoute le président français. Comment définirait-on les listes communautaires? Qui en serait le juge? Selon quels critères? La vie politique est ainsi faite que les choses peuvent changer. Nous avons des règles claires. Faut-il ici les bousculer? Parce que soudain les esprits s'échauffent. Je nous appelle collectivement à la prudence, pas la prudence qui mène à l'inaction, non, celle qui conduit à ne pas renoncer aux libertés de la République, parce que le pire est parfois là, celle qui nous conduit aussi à voir toutes les conséquences de ce qu'on propose. Et puis, surtout, il ne faut pas en la matière avoir quelque naïveté que ce soit. Il ne s'agit pas de proclamer l'interdiction pour régler le problème. Nous avons eu dans d'autres temps de la République. On termine avec du football et ce retour aux affaires pour Luis Enrique qui avait quitté son poste en juin en raison de la maladie d'une de ses filles. Il redevient sélectionneur de l'Espagne en remplacement de son adjoint Robert Moreno qui avait pourtant été intronisé et qualifié l'équipe pour l'Euro 2020. Annonce de Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de football. Merci à toutes et à tous de votre attention. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Matin Bonheur, suite et fin. C'est avec Alix et Marco. Merci très cher. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain, toujours au nom de l'information. Matin Bonheur se poursuit, vous le savez, le dernier coup droit, l'acné de ce rendez-vous avec bien sûr notre invité aujourd'hui, c'est le directeur de la protection de l'enfance. Avec nous, monsieur Latmel Alain Didier. On va parler de la situation de l'enfance, des enfants en Côte d'Ivoire. Vous savez que depuis 1954, le monde entier commémore tous les 20 novembre la journée internationale de l'enfance. Comment vont les enfants en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils sont considérés? Est-ce qu'ils sont intégrés dans le développement? Est-ce que les enfants, est-ce qu'on les écoute assez? C'est l'intitulé ou sur la quintessence de cette rencontre qu'on aura dans un instant, juste après ceci. Merci à vous, monsieur Latmel, d'être présent ce matin à notre compagnie. On parle alors de la journée mondiale des droits de l'enfance. Quel enjeu pour notre pays? Alors, que représente déjà cette journée pour la Côte d'Ivoire? Merci. Cette journée, c'est comme si nous fermons une saison de protection de l'enfant et que nous en ouvrons une autre à partir d'une date assez importante, celle du 20 novembre, qui marque la commémoration de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant à la date du 20 novembre 1989, une convention qui emballe carrément la protection de l'enfant et la vie de l'enfant que la Côte d'Ivoire a ratifiée en 1991. Donc pour nous, c'est une étape puis une autre et au fur et à mesure, nous évaluons nos efforts en matière de protection de l'enfant. Alors, quelles sont les avancées en matière de protection des enfants en Côte d'Ivoire? Il faut dire que depuis la ratification de cette convention, bien de choses ont évolué. Aujourd'hui, c'est bon, on peut parler de protection de l'enfant parce que l'État a pris des dispositions. Ces dispositions visent à mettre en place un cadre législatif qui est favorable à la protection de l'enfant. Évoluant, l'État a permis donc à des enfants de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons un Parlement des enfants qui est en train de se restructurer en ce moment. L'État a mis en place des politiques de protection de l'enfant et a disposé bien de structures dans différents ministères, ce qui fait que la protection de l'enfant n'est pas l'affaire d'un seul ministère, mais c'est plusieurs entités qui se mettent ensemble et on arrive à encadrer tous les besoins en matière de protection de l'enfant au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Dans vos propos, on est un peu rassuré, mais en même temps, on a envie de faire le bilan, puisque vous parlez de cette date-là comme marquant aujourd'hui la fin d'un exercice et le début d'un autre. Oui. Quel est le bilan que vous faites de l'année 2019? En 2019, sur le plan politique... Avec tout ce qui comporte comme l'actualité qu'on a vue.
bien sûr, je vais arriver à l'actualité, mais déjà, disons que sur le plan politique, l'État a fait bien d'efforts pour que nous nous retrouvions récemment dans le mois de septembre. Le président de la République qui a bien voulu qu'un comité interministériel de protection de l'enfant soit créé et fonctionne dans l'intérêt des enfants. C'est pour nous la plus grosse des choses que nous recherchions pour cette année 2019 que nous avons eues par les soins du président Alassane Ouattara. Okay. Dans le même temps, l'actualité nous montre que les enfants sont en situation de vulnérabilité. L'actualité récente nous indique bien qu'il y a des enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Et ça, nous avons deux façons de comprendre pour nous. Il y a le côté où nous disons c'est dangereux, c'est pas bon, il faut adresser une réponse. Mais il y a le côté où nous disons c'est tant mieux parce que ce sont nos stratégies qui nous permettent d'avoir des informations. Qu'est-ce que vous devez comprendre par là? C'est qu'anciennement, il y a toujours eu des viols, des agressions sexuelles sur enfants, mais qui n'étaient pas documentées. On ne savait pas que ça existait. Mais aujourd'hui, parce que nous avons investi tous les quartiers, nous avons investi toutes les régions du pays, on peut dénoncer un cas de viol. C'est pour ça que nous avons 26 cas, 28 cas au jour d'aujourd'hui qui sont dénoncés. Quoique par ailleurs, il y a encore d'autres choses que nous ne savions pas, qu'il faut bien chercher à comprendre. Tout à fait, on va revenir là-dessus. Merci en tout cas. Je sais que les Ivoiriens nous regardent et nous attendent sur ce sujet-là. Au-delà du viol, il y a beaucoup de choses qui minent la sérénité de nos enfants à l'école, les enfants en milieu rural, par rapport aux enfants d'Abidjan. Est-ce qu'il n'y a pas de dichotomie, tout ça? On va revenir là-dessus avec vous, monsieur le directeur de la protection de l'enfance. Mais avant, nous avons notre micro-trottoir. Vous êtes habitué maintenant à cette séquence-là qui nous permet de nous plonger dans la rue avec les Ivoiriens qui nous regardent. Je pense que le droit des enfants n'est pas respecté en Côte d'Ivoire. Et ça déjà, au niveau même de la société, nous parents, nous ne pouvons pas prendre soin des enfants comme il se doit. Et quand les lois sont votées au niveau des gouvernants, nous ne pouvons pas les appliquer parce que nous ne sommes pas nous-mêmes déjà, au niveau de la société, nous ne sommes pas déjà prêts pour ces genres de choses. Les efforts que le gouvernement fournit actuellement, je peux dire que le droit des enfants est respecté en Côte d'Ivoire. Voilà, vu les panneaux publicitaires, vu les sensibilisations que l'État a mis en place, je pense que les populations sont en train de comprendre et c'est une très bonne chose pour nous qui sommes les parents de ces enfants-là. Les enfants ne sont pas respectés, suivis en Côte d'Ivoire parce qu'on constate beaucoup de laisser-aller et ça occasionne beaucoup de chutes, ce qui fait que le plus souvent nous sommes confrontés à ces histoires d'enfants conflits avec la loi. Mais moi je préfère que les choses soient assidues, c'est-à-dire qu'on oblige, on donne obligatoirement aux parents de mettre les enfants à l'école parce qu'ils en ont besoin. Je préconise que les enfants aillent à l'école, qu'on mette tous les enfants à l'école, surtout les jeunes filles. Parce qu'il y a des enfants qui font le ménage dans les maisons. Tous les enfants n'ont pas droit à l'école alors que l'État ivoirien dit que tous les enfants, l'école est gratuite. L'enfant qui est scolarisé, l'enfant qui bénéficie de la santé jusqu'à l'âge de 5 ans. Et il y a les vaccinations prénatales, il y a beaucoup de services qui sont à pied d'œuvre pour faire respecter le droit des enfants. Voilà, dans cet élément, on a pu constater beaucoup d'avis, déscolarisation, violation, agression des enfants et de leurs droits. Alors, on a envie de vous poser la question à savoir, quels sont les actes qui constituent la violation des droits des enfants? OK, pour répondre à cette question, permettez-moi de faire la différence entre respecter les droits des enfants et protéger les enfants. Respecter les droits des enfants consiste à mettre en place tout un dispositif qui permet à ces enfants-là de bénéficier de minimum de droits. Ce qu'on appelle les droits principaux, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'identification, etc., etc. Protéger un enfant, c'est établir un autre cadre dans lequel on prévient pour l'enfant toute forme d'abus, de violence et d'exploitation. Et dans le même temps, lorsqu'il y a violation, il faut pouvoir prendre en charge cet enfant. Voici les deux espaces qu'il faut créer. Lorsque ces espaces sont créés, il faut venir maintenant comprendre comment ça se fait que des enfants sont en situation de violation de leurs droits. Ça veut dire tout simplement
que le dispositif mis en place a besoin d'être renseigné. Lorsque le dispositif est renseigné, la réaction devient systématique. Lorsqu'il n'y a pas d'information, c'est difficile de réagir. Alors, des enfants sont en situation de vulnérabilité, mais l'autorité ou les instances compétentes pour réagir n'ont pas l'information. Cependant, ces violations sont exercées dans des maisons, dans des établissements, etc. Okay. Or, le dispositif législatif est pris. Vous savez qu'il n'y a plus de chicotte à l'école, selon la loi. Normalement. Vous savez qu'il ne faut pas violer un enfant. Le code pénal a pris des mesures, etc., etc. Voici la part que je voulais faire. Alors, monsieur Mel, vous êtes le directeur de l'enfance. Dites-nous exactement sur ce plateau, il y a combien d'enfants, à l'heure où nous parlons en Côte d'Ivoire, combien d'enfants nous avons en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Et puis, c'est qui un enfant? C'est qui un enfant? Alors, le dernier RGPH, recensement général de la population et de l'habitat, nous a donné une information selon laquelle nous avons environ 9 millions... Dans quelle année ça? Merci. 2014. Nous sommes en 2019. Oui. Il y a un autre RGPH qui est en train de se faire. C'est chaque 5 ans qu'il y a un RGPH. Mais oui, je sais. On sait qu'il y a chaque RGPH. Mais le RGPH précédent donne les valeurs pour le RGPH qui arrive. Alors aujourd'hui, nous sommes 25-27 millions d'Ivoiriens. Il y a combien d'enfants sur le territoire ivoirien répertoriés par vos services? Nous avons la tranche d'âge de 0 à 17 ans, 18 ans révolus, qui varie entre 9 et 10 millions de personnes de cet âge-là. Sur les 25 millions. Sur les 25 millions. Voici ce que je peux vous donner comme chiffre relativement à nos statistiques produites par l'INS. Et par rapport à ce quota d'enfants répertoriés dans vos institutions, alors quelle est la stratégie qui est mise en place pour la protection? On ne dira pas un policier pour un enfant, mais dans chaque communauté, qu'est-ce qui se passe? Alors, comprenez que la protection aussi, c'est différents volets. Nous avons le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Sécurité. Ces différents espaces, ces différents ministères créent des espaces de protection de l'enfant. Et nous avons ce comité interministériel qui vient d'être créé, qui a pour vocation de mettre ensemble les efforts de chacune de ces entités pour que, lorsqu'il y a situation de violation des droits de l'enfant, que la réponse soit appropriée en fonction du besoin que l'enfant a. Okay. Aujourd'hui, il y a plusieurs enfants qui se regardent en chien de faïence en Côte d'Ivoire. Il y a les enfants du Nord qui se sentent bouleversés, qui se sentent éloignés. Quand je parle des enfants du Nord, je parle de façon globale des enfants du monde rural qui voient les enfants de la ville comme d'autres enfants de notre pays, alors que nous sommes tous de même pays. Qu'est-ce qui est fait pour uniformiser les actions pour que l'enfant de Saint-Grobo soit aussi heureux que l'enfant de Danané, d'Aboisseau, de Riviera-2 et d'Angré? Et moi qui parcours tout le pays, je peux vous avouer que les enfants sont logés à la même enseigne, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Permettez-nous d'en douter, monsieur le directeur de l'enfance, parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ne sont pas épanouis. On va passer donc le phénomène des enfants en conflit avec la loi. Quand on en parle, ça vous exaspère, alors que c'est la réalité. Non, toucher ce qu'il doit, c'est qu'il faut. Mais il y a le droit des enfants aussi. Hein. Dieu merci, grâce au lobbying de Madame la Première Dame, ça il faut le reconnaître, au niveau de l'agriculture, c'est en train, les gens sont en train quand même de reconnaître l'effort. Merci au passage à la Première Dame, je le dis de façon objective, parce que si c'était mauvais aussi, j'allais le dire. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui est fait? Est-ce que les enfants de Côte d'Ivoire sont à l'aise aujourd'hui? Je veux le viol, les enfants en conflit avec la loi, tout est mélangé parfois. La déscolarisation de la jeune fille, même des garçons aussi. C'est différents programmes qui sont mis en place. Et je vous dis, moi qui parcours tout le territoire national, il n'y a pas d'enfants du Nord, il n'y a pas d'enfants du Sud, il n'y a pas d'enfants de riches, il n'y a pas d'enfants de pauvres. Mais pourquoi ça persiste, les enfants en conflit avec la loi? Les enfants en conflit avec la loi... C'est si bon que vous dites là, si ces 325 km² là, si tout c'est si bon que vous dites, pourquoi on a tous ces phénomènes? Il y a une défaillance à ces niveaux-là. L'État de Côte d'Ivoire a mis en place, depuis 1962, des institutions de prise en charge des enfants en situation avec la loi, en conflit avec la loi. Vous avez le centre de Dabou, qu'on appelait anciennement École Bandit. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il est né cet établissement pour dire que parce qu'il y a un problème, les enfants en conflit avec la loi, il faut créer un tel établissement. C'est pour dire qu'il y a toujours des situations où des enfants, par manque de protection, se sont retrouvés dans des situations de vulnérabilité pour eux-mêmes et pour tout le reste de la communauté. Du coup, la réponse, elle est évolutive. Nous avons connu une période de crise qui a vraiment fragilisé à la fois des adultes et plus encore des enfants.
Cette période de crise, il n'a que des incidences négatives sur des enfants. Une période de crise où les enfants, soit dit en passant, ont été exploités par beaucoup de personnes. Bien sûr. Qui sont encore là. Bien sûr. C'est une période de crise qui était difficile pour des enfants. Et cette période de crise n'est pas du tout des situations qu'on appelle pour des enfants. Et il faut que dans nos façons de travailler plus tard, nous évitons à des enfants de connaître de tels traumatismes pour qu'ils se retrouvent être les enfants confiés à la loi que vous connaissez aujourd'hui dans la rue. Ces enfants ont été exploités par des bandes armées, par des personnes véreuses. Par des hommes politiques. Par des hommes politiques et tout ce que vous comprenez. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nos défis sont ailleurs. On va en arriver si vous voulez. Et revenons même aux fondamentaux. Un enfant, il ne tombe pas du ciel. Il vient de personnes. Tout à fait. Donc la responsabilité des parents aussi devrait être indexée. Qu'est-ce qui est fait? Parce que quand on voit un enfant dans la rue, il faut pouvoir trouver sa filiation et puis interpeller le parent quant à la protection de cet enfant-là. Qu'est-ce qui est fait? C'est bien beau de vous accabler, mais aussi les parents. Quoi que nous, acteurs de la protection des enfants, nous fassions ce que nous devons faire, vous faites bien interpeller la responsabilité des parents. Aujourd'hui, le thème que nous avons pour l'année 2019-2020, à partir du 20 novembre, c'est la responsabilité des parents dans la lutte contre les violations qu'on peut faire à des enfants. Il faut que cette responsabilité soit sûre des parents. C'est aisé de dire le ministère ne fait rien, le gouvernement ne fait rien. Mais en réalité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on ne crée pas un directeur de la protection de l'enfant pour un enfant. Il en aurait 10 millions, les directeurs de la protection de l'enfant. Peut-être 10 millions de policiers pour chaque enfant. Non, ce n'est pas vrai. Tout commence dans la maison. C'est pour cela que nous avons créé un cadre de dialogue social. Ce cadre de dialogue social vis-à-vis des communautés pour les amener à la responsabilité qui est la leur pour que leurs enfants puissent avoir le minimum de protection à partir de leur maison. Et ça passe par quoi? Monsieur le directeur, on ne dit pas que vous ne faites rien, je m'excuse, on ne dit pas que vous ne faites rien, mais il y a des faits qui sont têtus. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez les CPPE, qui sont vraiment, qu'on n'arrive pas à désengorger. Il y a une surpopulation dans les CPPE. Ça, c'est des faits concrets. Vous faites quoi pour ça? Alors, je vous explique. Les CPPE, les centres de protection de la petite enfance, sont des entités de protection des enfants. Parce qu'à partir d'un certain âge, on n'étudie pas. On permet à l'enfant d'être dans un cadre et que ce cadre-là permette à ses parents d'aller au travail, de chercher les moyens qu'il faut pour venir prendre soin de lui. Les CPE, on les met en place. À côté des CPE, on a les CACE, les centres d'action communautaire pour l'enfant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de différence entre Abidjan et le Nord. Pourquoi je continue, excusez-moi, je vais finir. Aujourd'hui, on allait même plus loin. En continuant de créer des CPE, on a mis en place une école, une classe maternelle, pour emmener tout de même chacune des écoles en Côte d'Ivoire à avoir un cadre de protection des enfants. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre la surpopulation justement de ces CPPE-là? Parce que les acteurs de la petite enfance qui nous envoient des messages, tout ça, des observations, disent qu'il y a une surpopulation, il y a un manque de moyens. Parfois, il y a des enfants même qui n'arrivent pas à s'épanouir, qui ne mangent pas. Est-ce que vous allez sur le terrain pour régler cette situation-là, concrètement? Le ministère de la Femme, Famille et Enfants a créé les services de coordination des structures éducatives de base, qui a vocation de prendre soin des besoins des CPPE en ce moment. Parce qu'on a effectivement relevé le fait que les parents reconnaissent l'action qui est menée dans les CPPE et s'y rendent pour installer leurs enfants en vue de permettre un cadre de protection. Du coup, on démultiplie les CPPE et les CACE qui se créent. Les CACE d'ailleurs se créent au jour le jour dans chacun des villages. La création des CACE est devenue communautaire. On n'a pas besoin de l'autorisation d'un ministère pour le créer. Il faut arriver à le faire et puis le ministère, en fonction du besoin qui est exprimé, le ministère maintenant vient apporter toute l'expertise qu'il faut pour aider les communautés. C'est chaque jour que la réflexion est menée. Je peux vous avouer qu'entre 1989 et aujourd'hui, la stratégie de protection des enfants n'a fait qu'évoluer. Aujourd'hui, on parle aisément de protection des enfants. Des personnes peuvent dénoncer, des personnes peuvent attaquer, mais en même temps, la réponse est là et c'est tant mieux. Alors, vous parlez de ces structures-là d'occupation d'enfants quand les parents seraient peut-être indisponibles dans leur garde journalière. En même temps, on a envie de faire le parallèle pour vous apporter du grain à moudre avec le système éducatif classique. Il y a une loi qui a été votée qui dit que chaque enfant doit être à l'école. Et on connaît un peu les heures de travaux à l'école, c'est du matin jusqu'à l'après-midi. Donc, les enfants seront en protection, on l'espère, au sein de l'école. Mais quand ce n'est pas fait, quand les enfants sont dans la rue, on les
voit. Il y a même des forces de l'ordre qui constatent les enfants dans la rue, qui sont en train de laver les vitres au milieu des voitures. Qu'est-ce qui est fait pour les emmener à l'école ou les ramener chez leurs parents et interpeller ceux-ci ou la sanction qui suit? Alors, je vous réponds très facilement à cette question. Je vous ai annoncé un comité interministériel de protection de l'enfant qui a été mis en place par le président de la République. Parce qu'anciennement, chacune des entités en charge de la protection des enfants faisait ce qu'elle pouvait. Et il était difficile pour un policier qui se retrouve en situation de travail en ville, dans la rue, de croiser un enfant. Quand il le récupère, il fait quoi de lui? Il était difficile pour lui. Aujourd'hui, avec le comité interministériel, nous avons un cadre d'ensemble qui est créé. Et lorsque le policier détecte cet enfant est récupéré et mis à disposition de la direction de la protection de l'enfant, qui évalue la situation de l'enfant et le met en situation de protection de remplacement ou en réinsertion familiale, en réunification familiale. Lorsque ce n'est pas possible, nous avons des acteurs étatiques et même des acteurs de la société civile qui entrent dans le cadre de cette collaboration et qui permettent donc de trouver la formule qu'il faut à cet enfant en fonction de son âge. Et ce comité interministériel porte la vision nationale en matière de protection de l'enfant. Du coup, ça nous appelle à une synergie d'action pour que la réponse soit appropriée. Alors, monsieur, si on vous écoute, tout va bien en Côte d'Ivoire. Franchement. Les enfants sont en bonne situation. Les enfants ivoiriens sont épanouis. Pourtant, vraiment, vous aurez vraiment du mal à passer pour la victime ici pour dire que tout va bien. Parce que nous constatons aussi que dans la rue, les enfants souffrent. Ils ne vont pas à l'école. Il y a des enfants mendiants. Il y a des enfants dans tous les secteurs d'activité. Moi, j'aurais voulu quand même que vous puissiez reconnaître le boulot qu'il y a à faire, qu'on puisse vous donner les moyens de travailler. Mais si vous venez... Chaque fois, vous nous dites on a telle entité, alors que les entités même dont vous parlez, il y a des gens qui nous envoient des messages pour nous dire qu'ils ont besoin de ces entités-là ont besoin de moyens. Qu'est-ce qu'on fait? C'est bon qu'on nomme ces entités. Donc vous n'avez pas de soucis, hein? Vous n'avez pas. Nous allons arriver. Je pensais qu'on allait évoluer vers une perspective. Non, vous des défis. Vous nous avez assez expliqué. On veut savoir. Donc vous n'avez pas besoin de moyens. Si, les besoins sont exprimés. Il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas des endroits où il y a des choses à faire. Le gouvernement a mis un comité interministériel. Donc les enfants en Côte d'Ivoire sont bien, tout va bien. Mais, Marco, le comité interministériel, il ne date que du 25 septembre 2019. Qu'est-ce que vous aimeriez voir améliorer dans tout ce magma-là? Nous aimerions que la politique de l'école obligatoire soit pleinement appliquée. Voilà. Et pour qu'il y ait que cette politique aussi, d'école obligatoire soit appliquée, il faut que le comité interministériel puisse véritablement fonctionner et qu'il aide à apporter la réponse. Lorsqu'un enfant nous est référé parce que retiré de la rue par la police et qu'il a 9 ans, 10 ans, c'est l'âge d'aller à l'école. Nous avons besoin donc d'être en lien avec le ministère de l'Éducation nationale pour que ce ministère puisse répondre en disposant de la place pour cet enfant dans un établissement scolaire et qu'il puisse reprendre ses cours. Que dans le même temps, la situation des parents qui a obligé l'enfant à venir dans la rue ait une réponse aussi pour que le niveau de la famille soit relevé. Très bien. Du coup, les filets sociaux et bien d'autres programmes viennent. C'est ça pour nos défis pour plus tard. Et puis donner des moyens à ceux qui s'occupent de nos enfants. Ces braves gens, ces braves hommes, ces braves femmes qui travaillent d'arrache-pied dans les centres de protection de la petite enfance, qui n'ont pratiquement pas de moyens. Parfois même, c'est difficile, et vous le savez. Et l'état même de ces infrastructures-là aussi. Est-ce que c'est adapté aux enfants? Parce que les enfants, je le dis toujours, hein, les enfants de 1950 n'ont pas les mêmes aspirations de 1960. Et c'est une démographie galopante. Vous les mettez dans un endroit de réinsertion pour devenir tailleur, coiffeur, mécanicien. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres métiers? Il n'y a pas d'autres métiers. Quoi qu'il n'y a pas de saut-métier. Quoi qu'il n'y a pas de saut-métier, mais on peut diversifier quand même. Ces enfants en conflit avec la loi, ces enfants des rues, explorent les métiers de l'informatique par les soins du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et de ses partenaires. Il y a des centres où ils n'ont pas le choix. Il y a des centres où c'est entre la coiffure, la menuiserie, la mécanique. Alors que ce n'est pas forcément ça. Ils peuvent avoir envie de faire autre chose. Il y a bien d'autres choses. Quand vous allez dans ce qu'on appelle les IFEF, il y a ce qu'on appelle les maisons digitales. Ça existe. Pour dire que les gens restent encore dans le passé, nous, on a évolué véritablement et dans nos perspectives, il y a tous ces éléments que nous mettons en place pour disposer d'un meilleur cadre de protection de l'enfant. Quand nous disons qu'en Côte d'Ivoire, les droits de l'enfant sont respectés, je vous explique toute une législation qui existe, des institutions qui sont mises en place. Relativement au travail des enfants, par exemple, on a sorti une direction spécifique au travail des enfants. Et cette direction répond et réagit là où il faut.
Et le travail des enfants était limité simplement à la cacaoculture, à l'éviaculture et autres. Aujourd'hui, on l'a ouvert. Les vulgarisateurs nous regardent parce qu'on s'en va maintenant vers eux. Les mécaniciens, on va vers eux. Pour dire qu'on ne peut pas en 10 minutes, 30 minutes décortiquer la question du travail des enfants. C'est une action commune, une synergie de tout le monde. Tout à fait. Autant l'État est interpellé, autant aussi les parents et les responsables, les adultes sont interpellés quant à la protection des droits des enfants. Comme vous l'avez dit, franchement, 30 minutes ne pourraient pas suffire pour terminer ce sujet-là. On espère que chez vous, à la maison, vous continuerez le débat et puis apporter aussi des solutions via peut-être nos canaux digitaux. Merci de nous avoir suivis. Le temps, il est terminé. On vous donne rapidement le contact, la possibilité de donner les contacts. Il faut que des parents nous saisissent. Appelez le 116. D'accord. 116. Vous avez une réponse. Appelez le 20, 32, 42, 33. Vous avez une orientation. Et puis n'oubliez pas aussi le personnel qui se bat pour la petite enfance, notamment à Yopougon, par exemple, où il y a près de 80 enfants et parfois ils sont débordés. Ça aussi, c'est une réalité. Merci à vous, Alix. Merci à tous de nous avoir suivis. Le sujet était passionnant. On se retrouve demain pour parler de santé. Merci Didi Fat.